Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les participants. Nous commençons notre webinaire, on attend encore l'arrivée de quelques autres inscrits, mais pour ne pas perdre de temps, je vous propose de commencer notre webinaire. Donc bonjour à tous, bienvenue tout le monde à notre webinaire. Je m'appelle Adina et je serai votre modérateur pendant les prochaines 60 minutes. Avant de commencer nos présentations, je voudrais partager quelques informations techniques avec vous pour assurer le bon déroulement de ce webinaire. Donc, en ce qui concerne notre programme, je vous dirai tout de suite quelques mots sur les rôles de nos chambres pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est nous qui vous faisons ce type de présentation et sur ce thème. Et puis, avec l'aide de mes collègues, nous allons vous présenter deux secteurs par pays dans lesquels nous pensons qu'il y aura le plus de potentiel pour identifier de nouveaux fournisseurs ou sous-traitants pour le compte des sociétés françaises. À la suite des présentations, je vous résumerai en quelques mots comment nos chambres seraient en mesure de vous aider dans la recherche de partenaires dans nos pays. Ce qui est encore important pour vous, que pendant le webinaire, vous pouvez tous poser vos questions par écrit en cliquant sur l'icône « Questions » et en sphère en bas dans la barre des options du webinaire. Et à la fin, nous aurons 5-10 minutes pour vous donner des réponses oralement. Et pour rendre un peu plus interactif l'événement, nous aurons également quelques questions à vous poser dans le format des questionnaires en ligne lors du webinaire. À votre info également que c'est un webinaire qui sera enregistré et qui sera vous renvoyé si vous souhaitez ultérieurement. Je vous souhaite donc pour vous tous un bon webinaire et alors commençons tout de suite par notre premier slide à propos de nos chambres. Donc, la première chose, qui sommes-nous exactement? Qui sont les CCI françaises à l'étranger? La première chose à savoir sur les CCI françaises à l'étranger, ce que nous sommes toutes juridiquement des organismes indépendants qui ne sont pas subventionnés ni l'État français ni l'État hongrois ou local dans nos pays. Nous réalisons nos propres autofinancements grâce à la cotisation de nos membres locaux et grâce à nos services à forte valeur ajoutée. Nous étions tous créés il y a déjà plusieurs dizaines d'années à l'initiative des sociétés francophones locales qui sont premièrement installées dans les pays PECO. Et à l'époque, les initiateurs ont eu deux raisons principales pour créer une telle structure par pays. La première était d'animer leur communauté d'affaires locale et la deuxième était pour aider le développement des relations commerciales avec la France. Comme vous le voyez, ces deux raisons se trouvent aujourd'hui également parmi les trois principales missions de nos chambres, qui sont donc, comme je vous ai déjà dit, l'animation qui est réalisée à travers par nos événements, y compris plusieurs types d'événements, comme par exemple l'organisation des conférences, des déjeuners d'affaires, les clubs d'affaires, qui sont surtout organisés pour nos membres et pour nos partenaires locaux. Comme deuxième mission, nous avons la contribution au développement des relations commerciales avec la France. Et comme troisième mission, nous avons l'accompagnement de nos clients. Et c'est une mission assez importante pour nos services commerciaux, qui sont majoritairement, nos clients, pour accompagner nos clients qui sont majoritairement des sociétés françaises qui font appel à nos services commerciaux parce qu'ils ont besoin d'un soutien local à la réalisation de leurs projets export vers nos pays. Donc, selon ces trois missions, toutes les chambres disposent de départements principaux. Comme vous voyez, nous avons un département qui est appelé le service communication, qui s'occupe de tout ce qui est lié à l'organisation des événements locaux et de la gestion de nos membres. Notre autre département est le service commercial, qui est 100% dédié à la réalisation des services pour le développement à l'export de nos clients. Et pour vous donner quelques raisons ou quelques valeurs ajoutées de nos chambres, qui donnent également la valeur ajoutée de nos services. Donc, tout d'abord, c'est la connaissance approfondie de notre marché local qui est assurée par nos collègues bilingues qui ont plusieurs années d'expérience dans leur domaine, qui connaissent le secteur, qui connaissent la particularité de nos marchés locaux. En tant que chambre, nous avons également un fort réseau de partenaires locaux qui est composé des établissements publics et privés ainsi que qui est composé des sociétés locales. Et nous avons également un réseau international de toutes les chambres, toutes les CCI françaises à l'étranger, qui est un très efficace réseau parce que 40 ans qu'une CCI française à l'étranger, nous faisons partie de l'association de CCI françaises à l'étranger et nous travaillons avec toutes les CCI françaises en France et nous sommes membres de Team France Export également en tant que partenaire de Business France.
Donc, voilà un peu de résumé sur notre activité et sur notre savoir-faire principaux. Et pour vous donner une réponse pourquoi aujourd'hui, c'est nos chambres qui vous font ce type de présentation. Et maintenant, si vous nous permettez, on voudrait également vous poser une petite question. Pourquoi aujourd'hui vous participez également à notre webinaire? Donc, je vous partage un petit questionnaire. Donc, merci de nous cocher quelle était la raison pour laquelle vous êtes présente aujourd'hui à notre webinaire. Donc, merci par avance pour vos réponses. Ça nous aide beaucoup pour savoir quels sont vos intérêts aujourd'hui pour participer à ce webinaire. Donc, les réponses arrivent assez rapidement. Donc, merci pour votre réactivité. Vous êtes très efficace. Et il nous manque encore quelques réponses. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre réponse. On laisse quelques minutes pour finir le questionnaire et on lance bientôt notre première présentation. Donc, il nous reste encore quelques réponses à donner. Donc, merci encore une fois. OK. Donc, merci pour votre réponse. Et donc, maintenant, je voudrais donner la parole à mon collègue Martin Dietrich, qui est le responsable commercial de la Chambre de commerce franco-tchèque, qui a également plusieurs expériences dans le domaine de l'accompagnement des sociétés françaises sur le marché tchèque. Donc, Martin, s'il te plaît, présente-nous pourquoi il faut travailler avec des sociétés dans le secteur de e-commerce et de la transformation digitale en République tchèque. Merci Edina pour cette introduction. Bonjour à tous. Je m'appelle Martin, je suis responsable commercial à la Chambre de commerce franco-tchèque. Donc, je vous passe bonjour de Prague. Je vais vous présenter aujourd'hui rapidement deux petits secteurs où les sociétés tchèques ont su développer des compétences et des savoir-faire particuliers. Je commence par le secteur de e-commerce. Pour vous donner juste une première information, e-commerce aujourd'hui représente 13% de chiffre d'affaires réalisé dans le retail, ce qui classe la République tchèque parmi les pays, disons, les plus commercialisés en Europe, avec les croissances annuelles assez spectaculaires comparées à d'autres secteurs, quelques 12% moyenne par an. Sans parler, bien entendu, de l'année 2020, qui est un peu particulier, où le e-commerce a connu quand même une croissance de 40%. Il y a quelques 4 ou 5 segments où les sociétés tchèques sont très actifs en tant que fournisseurs de solutions pour les boutiques en ligne. Premièrement, c'est la construction et le développement des boutiques en ligne en tant que tel. Il y a plus de 200 agences qui sont spécialisées dans ce domaine. Et ce qui est exceptionnel, c'est que 80% parmi ces agences travaillent et développent les solutions en ligne sur leur propre plateforme et n'utilisent pas les plateformes partagées type open source. Donc déjà, on voit une valeur ajoutée et une approche assez intéressante. Le pourcentage est plutôt l'inverse dans la plupart pays. Comme le secteur est très concurrentiel, il existe quelques 40 000 e-shops en République tchèque. Les boutiques en ligne, bien entendu, font de plus en plus attention à tout ce qui est User's Experience et User's Interface. Et c'est dans le design de ces deux concepts où les sociétés locales ont développé des compétences assez intéressantes. D'autant plus que près de la moitié des achats en ligne se fait ici par les mobile devices. Ce qui va en pair avec la compétition, c'est la personnalisation de l'offre, la personnalisation de com, la personnalisation de contenu. Et donc, à nouveau,
les sociétés locales qui viennent au service des boutiques en ligne pour leur apporter leurs solutions en tout ce qui est traitement des données, voire par la machine learning jusqu'à l'intelligence artificielle. Et les deux derniers points, la logistique, ce qui est très intéressant, la durée moyenne de livraison d'une boutique en ligne tchèque, c'est 2,3 jours. Et on inclut dans cette moyenne même le temps que le colis reste sur un point de relais colis. Donc, très intéressant. Il y a des plateformes sécurisées de partage de disponibilité de transporteurs, etc. Et le dernier point, la sécurité, où les entreprises tchèques profitent quand même de ce qu'on peut appeler l'école tchèque de cybersécurité. Vous connaissez tous les sociétés Avast et AVG qui sont à la base des sociétés locales. Et on peut passer au deuxième secteur. Merci de me switcher le slide, merci. C'est la transformation digitale de l'industrie. Edina, si tu peux juste bouger le slide. La Tchéquie est un pays industriel où quand même 37% du PIB est généré par l'industrie. Vous ne voyez pas... ouais, c'est bon, c'est arrivé. Donc, 37% du PIB, c'est l'industrie et le principal secteur industriel, c'est l'automobile. Et c'est l'automobile qui est la force motrice de la plupart des innovations technologiques ces dernières années. À nouveau, les PME tchèques, les startups, les sociétés tchèques issues du secteur IT, en général, viennent apporter leurs solutions aux entreprises industrielles. On parle beaucoup ces derniers temps de tout ce qui est les objets connectés, ou plus précisément objets industriels connectés, pour la collecte des données des machines, des composants de l'intralogistique, de tout ce qui est la maintenance préventive. On vient traiter les masses de données importantes qui sont collectées des objets, qui sont collectées de différents systèmes intégrés. Donc, à nouveau, un savoir-faire assez particulier. Ce qui est devenu très utilisé et je dirais même critique pendant cette crise sanitaire, c'était la réactivité. Et il y a de nouveaux concepts qui apparaissent dans la gestion et dans la planification. Et j'aimerais bien mentionner le concept de digital twin, en français en jumeau numérique, où les sociétés locales sont capables de vous apporter une copie digitale de votre entreprise avec la totalité de ses procès, de ses inputs et outputs, et modéliser les changements auxquels l'entreprise fait face. Et ça vous aide à prendre de bonnes décisions en bon rythme et en bon moment. Je vais m'arrêter là-dessus pour passer la parole à mes collègues et je reste à vos dispositions. Merci de votre attention. Merci Martin pour ta présentation. Et maintenant, je voudrais demander ma collègue Christine Dujardin va faire sa présentation. Donc, Christine est le Business Development Manager chez la CCI française en Roumanie. Et elle accompagne également des sociétés françaises dans la réalisation de leurs projets en Roumanie. Donc, Christine, s'il te plaît, présente-nous les opportunités dans le secteur de l'IT et de l'outsourcing en Roumanie. Merci Edina et bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. De mon côté, je vais tout d'abord vous parler du secteur de l'IT, qui représente un secteur majeur et qui a pour vocation à devenir en fait un pilier de la position de la Roumanie à l'échelle internationale. En premier lieu, il s'agit d'un secteur en forte croissance qui représente aujourd'hui 5,2% du PIB. Et pour vous donner un ordre d'idée, le chiffre d'affaires de l'IT a doublé en l'espace de 6 ans. Ensuite, le secteur s'appuie sur près de 20 000 entreprises, avec un volume de marché s'élevant à 4,5 milliards d'euros, avec un peu plus de 110 000 spécialistes IT. Les sociétés sont majoritairement concentrées à Bucarest, la capitale, mais il existe également des clusters en région, notamment à Cluj et à Iași. Il est à noter aussi une grande présence française installée sur ce secteur, avec des acteurs comme Atos, Capgemini ou encore Alten, sachant que le tissu d'entreprise roumaine est également très développé, avec, pour les citer en exemple, une success stories
avec Bitdefender, qui est devenu un acteur mondial dans le domaine de la cybersécurité. Ensuite, vous pouvez voir sur la slide la répartition par type d'activité. En termes de tendance, on assiste en fait à une évolution de la part des activités orientées autour de la recherche et développement et de l'innovation, en opposition aux services opérationnels de gestion et de support. Ceci étant dit, maintenant, pourquoi faire le choix de travailler avec un partenaire roumain? La première raison, les compétences. La Roumanie dispose d'un capital humain qualifié. Aujourd'hui, les écoles spécialisées roumaines mettent sur le marché un peu plus de 8500 diplômés sur le secteur. Sur le plan technique, la Roumanie est classée 6e dans la fourniture de spécialistes IT par habitant, avec des compétences rares et appartenant à plusieurs domaines. Vous pouvez voir ici des exemples de spécialisation en termes de langage informatique. Et une autre compétence forte, non des moindres, sont les compétences linguistiques. Aujourd'hui, 90% du personnel parle anglais et à peu près un peu plus de 25% parle français. La deuxième raison de travailler avec un partenaire roumain, c'est que le secteur aujourd'hui est soutenu dans son développement. Pour favoriser et retenir la population IT, l'État roumain a mis en place un régime fiscal avantageux qui est exempt d'impôts en fait, sur le revenu toute la population IT. Par ailleurs, les politiques publiques ont lancé des mesures permettant de stimuler l'innovation à travers des politiques publiques pour les startups, mais également des clusters IT qui sont soutenus en fait, par des accélérateurs et les collectivités locales. Enfin, le dernier argument, c'est que le secteur évolue dans un environnement d'affaires favorable. Grâce aux investissements étrangers et aux fonds européens, la Roumanie a développé un savoir-faire et une maturité en termes d'utilisation de la technologie dans les entreprises. Et il est à noter également les infrastructures et l'écosystème autour des startups, avec des espaces de travail collaboratifs, mais également des accélérateurs nationaux. Voilà pour le secteur IT. On peut passer à la slide suivante. Donc, en lien avec ce secteur, je vais vous parler d'une autre filière dans laquelle la Roumanie dispose également d'un très bon positionnement, qui est le domaine de l'outsourcing de services. Le marché de l'emploi dans ce domaine est en forte croissance. Il couvre aujourd'hui à peu près 131 000 employés, avec de fortes perspectives d'évolution pour aller jusqu'à 220 000 employés d'ici 2025. La filière dénombre aujourd'hui près de 280 entreprises pour un revenu de 4,5 milliards d'euros, soit 2% du PIB, avec des acteurs reconnus comme vous pouvez le voir ici, pour ne citer que parce que ce sont des acteurs français, Webhelp, Pentalog ou encore Capgemini, mais également de nombreux acteurs internationaux. On peut noter une évolution en fait, vers des services à plus forte valeur ajoutée. Se développe en fait en complément de l'externalisation des fonctions support des centres d'excellence autour de l'innovation et de la recherche, mais également des centres de services couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur. Je peux vous citer l'exemple d'Amazon qui a créé son premier centre de recherche et développement ici en Roumanie à Iași pour travailler sur les problématiques autour du cloud computing, de la sécurité de l'information ou encore du machine learning. Dernier point en termes de tendance, on assiste aujourd'hui à une décentralisation de l'activité. L'outsourcing ne se limite plus seulement à la capitale Bucarest, mais se développe aussi dans d'autres régions telles que Cluj, Iași, Timișoara ou encore Brașov. Maintenant, quels sont les avantages compétitifs de la Roumanie sur cette filière? Les compétences toujours. Ici, on va parler de compétences techniques métiers. De nombreux process en fait, sont couverts par ces centres de services, que ce soit l'IT, la finance, l'achat ou encore les RH. Les soft skills, la capacité d'apprentissage continu et l'amélioration de la performance, mais également la compétence linguistique, car de nombreuses langues sont pratiquées par les Roumains. Le deuxième avantage compétitif, ça va être la proximité culturelle. La Roumanie est un pays francophone et francophile, avec un partenariat de longue date avec la France. La Roumanie est également reconnue pour disposer d'une capacité à gérer des projets complexes, et notamment des projets internationaux, avec une expérience de travail en équipe multiculturelle. Et enfin, le dernier argument, et non des moindres, la compétitivité.
Aujourd'hui, des études montrent que l'externalisation des opérations vers des centres de services en Roumanie permet aux entreprises de réduire à peu près 25% de leurs coûts. Voilà, j'en ai terminé pour la Roumanie et je repasse la parole à Edina. Merci Christine pour ta présentation. Maintenant, je voudrais demander ma collègue en Pologne, Madame Lila Bacha, qui est responsable d'appui aux entreprises depuis des années à la CCI France-Pologne, faire sa présentation sur les avantages du secteur de la plasturgie et de l'usinage en Pologne. Donc Lila, la parole est à toi. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à ce webinaire. Donc, comme ma collègue vous a dit, je vais vous présenter en quelques mots la Pologne et les deux secteurs que j'ai choisis pour vous aujourd'hui, donc la plasturgie et l'usinage. D'une manière générale, il faut savoir que la Pologne, malgré la crise, présente toujours de bonnes perspectives pour les entreprises étrangères, ne serait-ce que selon les dernières prévisions du FMI et les informations en fait sur l'impact de la crise et le fait que le PIB polonais va se contracter en fait d'environ 4%, tandis que par exemple en Allemagne ou en France, le chiffre va doubler. Cette sortie positive en fait de la crise est due également à la bonne santé économique de la Pologne et à sa croissance continue depuis ces 30 dernières années. En ce qui concerne l'industrie d'une manière générale, c'est un secteur qui est très fort et très porteur en Pologne, donc c'est un peu plus du 30% du PIB, avec des avantages pour les sociétés qui souhaitent sous-traiter en Pologne, telles que les sociétés polonaises présentent une technologie très développée, la main-d'œuvre est qualifiée et le coût de la main-d'œuvre reste encore en Pologne intéressant. Donc, le prix de travail est moins élevé que dans les autres pays européens. Et bien sûr, ces secteurs sont boostés par des fonds structurels européens, ce qui permet leur développement. En ce qui concerne la plasturgie, donc la Pologne se place parmi les 6 premiers pays d'Europe, après entre autres la France et l'Allemagne, qui couvrent le besoin de la demande européenne en plastique. Selon les dernières données, la consommation annuelle des plastiques en Pologne était de environ 4 millions de tonnes l'année dernière, donc soit une augmentation de 7% par rapport à 2018. Le nombre de personnes qui sont employées dans les entreprises qui produisent le plastique, c'est environ 170 000 personnes. On a en Pologne un peu plus de 55 000 sociétés qui œuvrent dans ce secteur-là. La Pologne est placée au 16e rang en tant qu'exportateur mondial de plastique et au 12e rang des plus grands importateurs. Les pièces en fait plastiques sont utilisées dans différents secteurs. Donc, on a les 3 les plus importants segments d'application dans la consommation globale de plastique en Pologne. Donc, on a en première place vient l'emballage avec 32%, construction 25% et automobile environ 10% du marché. Ensuite, on a le secteur de l'usinage. Donc, d'une manière générale, le secteur d'acier en Pologne est très concurrentiel dans la région grâce aux facteurs, comme j'ai déjà mentionné, le coût de la main-d'œuvre qui est relativement moins élevé que dans d'autres pays, une très bonne en fait, technologie, haute qualité de services proposés,
Et de plus, les entreprises d'aide traitent de plus en plus offres d'une manière globale, de la conception jusqu'à l'assemblage en fait final, donc, la consommation des produits sidérurgiques en Pologne connaît une croissance et une dynamique de un peu plus de 6% en moyenne durant ces 5 dernières années. Et la situation des producteurs des métaux en Pologne s'améliore systématiquement. Donc, la Pologne se place en 19e rang en tant que fabricant mondial d'acier brut et est le plus grand importateur net d'acier en Europe. Merci. Merci, Lila, pour ta présentation. On continue notre webinaire avec la Slovaquie. Donc, Madame Daniela Danisova, qui est chargée de mission à la CCI franco-slovaque, qui va nous dire quelques mots sur le nouveau produit pandémique du secteur sanitaire de la Slovaquie. Bonjour à toutes et à tous. Comme le titre de ma présentation indique, je ne vais pas vous présenter l'ensemble du secteur sanitaire, mais seulement quelques nouveaux produits qui sont apparus depuis l'épidémie du coronavirus. Si vous êtes intéressé par des chiffres plus généraux ou des informations sur ce secteur, n'hésitez pas à me contacter suite à ma présentation. Alors, dans le contexte de la situation actuelle liée avec la propagation de la maladie COVID-19, tant en Slovaquie que dans des autres pays, il y avait un problème de manque d'équipement de protection auquel plusieurs sociétés ont répondu rapidement avec souplesse et ils ont adapté leur production aux exigences sanitaires actuelles. Outre le changement de production, les entreprises slovaques ont également confirmé leur potentiel d'innovation et ils ont créé un peu de temps des produits utiles pour lutter contre le virus, ayant aussi un potentiel d'application et d'utilisation pour l'avenir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 produits. Le premier, c'est le test diagnostic. Ce test diagnostic est conçu pour détecter la présence d'informations génétiques du coronavirus dans des échantillons prélevés, principalement de voies respiratoires supérieures. Ce test pour COVID-19, développé par des scientifiques slovaques, ont été enregistrés au mois de mai auprès de l'Institut d'État pour le contrôle des médicaments. Alors, tout est certifié. L'équipe de diagnostic slovaque a été créée grâce à la coopération de plusieurs acteurs, donc des scientifiques des universités, du parc scientifique, des sociétés, aussi des investisseurs privés, parmi eux la société ESET que vous connaissez, qui a financé les premières 5 000 tests qui ont été gratuitement donnés à la République slovaque. On peut continuer avec le deuxième slide. Alors, afin de minimiser des conséquences négatives liées au COVID-19, les entreprises slovaques introduisent sur le marché une solution innovante conçue pour désinfecter les personnes et les objets. Ça s'appelle des portes désinfectants. Ces portes d'entrée désinfectants utilisent des bus pour disperser le désinfectant sous forme de brouillard sur les personnes et aussi sur les objets passant par ces portes. Les portes peuvent être installées à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Leur utilisation est possible partout où il est nécessaire de désinfecter un grand nombre de personnes ou des objets en peu de temps. Donc, devant les centres d'immeubles, dans les magasins, dans les aéroports, dans les usines de production ou partout. Et le troisième produit, ce sont des masques de protection que vous connaissez déjà. On a déjà l'habitude de les porter. Ce type de masque avec un filtre à 3 couches contenant l'argent sont vraiment innovants parce qu'ils filtrent l'air dans les 2 directions. Donc, les masques filtrent l'air inspiré, protégeant la personne portant ces masques.
Et contrairement aux autres masques de protection, ils filtrent aussi l'air expiré, protégeant les personnes à proximité. Donc, même si la personne qui porte le masque peut déjà être infectée, l'air est filtré, donc une protection vraiment à haut niveau. La durée de vie des masques est illimitée. Seuls les filtres qui sont certifiés doivent être remplacés après une utilisation pendant toute la journée. Vous pouvez l'utiliser, ce masque, à plusieurs personnes. Il suffit juste de désinfecter le corps du masque et de remplacer l'insert de filtre. L'insert de filtre n'entre pas en contact avec le visage, ce qui élimine aussi la contamination mécanique. Et ce produit est à 100% fabriqué en Slovaquie. Voilà, ces 3 exemples témoignent du fort potentiel d'innovation qui est en Slovaquie et pas uniquement dans le secteur sanitaire. Et il confirme l'intérêt de la Slovaquie de se transformer d'une économie définie par l'industrie manufacturière vers un pays d'innovation. Merci. Merci, Daniela. Encore deux présentations, une sur la Serbie et une deuxième sur la Hongrie. Mais avant de passer à la présentation de la Serbie, je voudrais vous rappeler que donc, vous pouvez poser toutes vos questions en cliquant sur l'icône question et un sphère en bas sur votre écran. Ce sont des questions qui sont vues par les présentateurs uniquement et on essaiera de vous donner des réponses oralement après la fin des présentations. Donc, Sacha, tu es déjà là avec nous. Donc, Sacha Cvetkovic, qui est chef de projet à la Chambre de commerce et d'industrie France-Serbie, qui accompagne également des sociétés françaises sur le marché serbe. Donc, s'il te plaît, Sacha, présente-nous le secteur de l'emballage et de la métallurgie dans votre pays. Merci beaucoup, Edina. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là et merci à notre réseau CCI France International d'organiser ce Booster Business Forum qui nous permet de vous présenter nos 2 secteurs de potentiel. Je vais commencer par vous présenter le secteur de l'emballage en Serbie. En fait, il s'agit d'un secteur qui est l'un des plus développés et qui a une tendance à se développer dans les années à venir. Donc, il s'agit d'un secteur dont la production est très diversifiée et orientée à l'export. Quand on parle des sociétés qui produisent donc l'emballage, on parle de presque 2500 entreprises productrices. Et en ce qui concerne la quantité d'emballage produite en Serbie, quand il s'agit du bois, on parle de presque 50 000 mètres cubes. Emballage en papier et en carton, on parle d'une quantité de 300 000 tonnes, alors que l'emballage en plastique est très, très présent également avec presque 120 000 tonnes. Donc, la croissance dans ce secteur est très rapide et très dynamique. Donc, elle est favorisée par l'obtention du statut de candidat à l'Union européenne officiellement par la signature d'un accord entre la Serbie et l'Union européenne en 2013 qui également permet aux produits serbes d'être exportés dans les pays de l'Union européenne avec 0 droit de douane et également elle est favorisée par l'alignement avec les normes européennes. Donc quand il s'agit de l'export, on parle de l'export vers plus de 80 pays pour une valeur de 816 millions d'euros selon les données statistiques en 2019. En fait, la Serbie est signataire pas uniquement d'un accord avec l'Union européenne, mais également avec la Russie, Biélorussie et avec les pays dans la région euro-asiatique, ce qui permet également à la Serbie donc, de placer ses produits sur un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Donc ça représente également un potentiel important de la Serbie. En ce qui concerne les produits qu'on exporte le plus en domaine d'emballage, il s'agit des produits qui sont destinés à l'industrie agroalimentaire, ensuite à pharmaceutique, chimique, au transport, donc, mais également confiserie, emballage commerciaux, etc. En ce qui concerne la Serbie, un grand potentiel pour travailler avec les fournisseurs serbes ou sous-traitants serbes, c'est la main-d'œuvre qui est très jeune, très compétente, polyglotte, plus d'une moitié des Serbes et anglophones,
avec un coût opérationnel très compétitif en dessous de la moyenne européenne. Donc, on parle d'un salaire net environ 350 €. Donc, cela représente un des potentiels de la Serbie, mais aussi on parle de la qualité de produits et de l'expertise d'un pays qui a une tradition industrielle qui date de la moitié du XXe siècle. Donc, vous pouvez voir acteurs internationaux, il existe donc des entreprises américaines, européennes de l'Union européenne qui sont présentes et également quelques acteurs locaux qui travaillent dans le secteur de l'emballage. Donc, on parle de vraiment d'un secteur qui a tendance à se développer rapidement et par exemple dans la décennie à venir, la Serbie devra investir 15 milliards d'euros donc selon les accords avec l'Europe pour travailler dans le domaine de la recyclage, ce qui est lié aussi à l'emballage. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Donc ça serait sur le secteur d'emballage. En ce qui concerne le secteur de la métallurgie, la Serbie est un producteur d'acier de premier plan de la région de l'Europe du Sud-Est avec 2 millions de tonnes d'acier brut. Donc, on parle vraiment d'une richesse en matières premières. Troisième producteur de cuivre en Europe. On produit également beaucoup et le territoire est riche en aluminium. En ce qui concerne le nombre d'entreprises, on parle de 5500 entreprises dans ce secteur et qui fournissent un emploi à plus de 10% de la population. Donc, c'est vraiment un secteur important pour la population serbe. Les grandes entreprises prédominent dans la première transformation de métaux de base, alors que la part des PME est de 90% en ce qui concerne la transformation secondaire, donc tout ce qui est pressage, moulage, transformation secondaire. Juste pour vous dire que cela intéresse et que les investissements directs en 2018 étaient de 27% en ce qui concerne le secteur métallurgique. Donc, en ce qui concerne l'export, en 2020, donc selon les données statistiques, 1 milliard d'euros d'export, donc 36% de l'export total serbe pour le secteur métallurgique. Donc, les plus exportés, métaux de base, produits en cuivre, en aluminium, produits finaux, semi-finaux, produits de construction et matériaux de construction. Donc, richesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, en matières premières et en produits semi-finaux, grande capacité d'extraction de fonderie et de production. Par exemple, l'acierie de Serbie, basée à Smederevo, pas loin de Belgrade, qui est la capitale, est le premier exportateur serbe. Cela a été reconnu, par exemple, par le groupe HBIS, qui appartient à un groupe chinois qui gère effectivement l'acierie de Smederevo. C'est une grande tradition industrielle que la Serbie possède et donc parmi les pays qui ont reconnu les marchés, le plus grand nombre, ça vient de l'Union européenne. Cela donc est ce que je voulais vous présenter de notre secteur de la métallurgie. Je vous remercie et reste à votre disposition. Merci Edina. Merci Sacha. Et maintenant, moi, je voudrais quelques mots sur les opportunités dans le secteur agricole en Hongrie pour le compte des sociétés françaises. Donc, tout d'abord, un peu résumé sur le contexte agricole en Hongrie. Donc, l'agriculture, c'est un secteur qui représente 3,6% du PIB hongrois. Et c'est un secteur qui est considéré comme un secteur traditionnel en Hongrie. La surface agricole utile est composée à 80% des terres arables. Donc, il y a une production agricole qui est assez diversifiée et un peu prédominée par la production des céréales. C'est un secteur qui est encore caractérisé par une ouverture à l'international parce que la Hongrie a été le 33e exportateur mondial des produits agricoles l'année dernière. Et c'est en même temps un exportateur net des produits. Ça veut dire que c'est une chiffre d'affaires qu'on a réalisé pendant les 10 dernières années avec une augmentation de 50%. En ce qui concerne nos partenaires, la France est le 10e partenaire, le client de la Hongrie. Les 3 premiers clients de notre pays sont l'Allemagne, la Roumanie et l'Italie. Et si on doit un peu chiffrer le nombre des acteurs de ce secteur en Hongrie, donc on peut dire qu'il y a à peu près 150 fabricants des équipements agricoles et 100 distributeurs qui sont soit hongrois, soit étrangers.
Nous avons à peu près 3000 sociétés ou agricultures qui font des grandes cultures. Et nous avons également 400-500 éleveurs, surtout des éleveurs de bovins en anglais. Pourquoi j'ai sélectionné ce secteur pour vous présenter? La raison est assez simple parce que dans la relation commerciale agricole franco-hongroise, il y a une balance en faveur de la Hongrie depuis 2016. Comme vous voyez sur le tableau sur ma slide, c'est du point de vue de la France, mais à partir de 2016, la Hongrie a exporté plus de produits agricoles vers la France que la France a exporté vers la Hongrie. Et quels sont ces produits principalement? C'est la viande, surtout la volaille et des foie gras qui sont cherchés par les sociétés françaises. Également, nous sommes très bien positionnés en France dans l'alimentation animale. Donc, il y a pas mal de fournisseurs hongrois qui alimentent des sociétés françaises. Et également dans le domaine des préparations des légumes, surtout en particulier dans le domaine des conserves de maïs, où la Hongrie vend pas mal de quantités sur le marché français. Donc, si vous cherchez des fournisseurs dans ces domaines, dans le domaine agricole, je pense que vous devriez faire un essai avec un partenaire hongrois parce que peut-être il y a des potentiels pour vous sur le marché hongrois. Un autre thème que je voudrais vous présenter, c'est à propos de l'accueil des salariés détachés hongrois en France. Je trouve que c'est un thème assez actuel parce que nous avons reçu chez nous à la Chambre pas mal de demandes de ce domaine, surtout des sociétés françaises qui cherchent des salariés ou des ouvriers hongrois pour travailler en France. Donc, tout d'abord, la première chose qui est importante, que c'est possible. Donc, c'est possible de travailler ou d'utiliser des ouvriers hongrois en France. Bon, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en France à partir de 2017 et qui a rendu un peu plus strictes les règles à respecter pendant l'accueil des salariés détachés hongrois en France, mais ce n'est pas impossible. Donc, il faut juste bien suivre la procédure obligatoire. Qu'est-ce que c'est la procédure obligatoire? Donc, tout d'abord, il faut que les salariés détachés hongrois disposent d'un certificat A1. C'est un certificat qui est reconnu dans l'Union européenne et qui certifie que le salarié détaché a bien couvert par son sécurité sociale locale. C'est un document qui doit être demandé par votre sous-traitant, par votre partenaire hongrois qui vous fournit les ouvriers hongrois. Donc, après, vous avez également besoin d'un contrat de sous-traitance écrit, si possible en 2 langues, qui contient toutes les conditions de partenariat, y compris également les salaires des salariés détachés hongrois pour lesquels ils travailleront en France. Et c'est très important que le montant de leur salaire ne soit pas inférieur au SMIC français. Sinon, en cas de contrôle de l'inspection de travail, vous aurez des amendes assez importantes. Donc, il faut que ces personnes gagnent au moins le SMIC français ou l'équivalent de SMIC français en France. Donc, après, une troisième chose qui est importante, une fois que vous avez tous les documents nécessaires, il faut faire une déclaration électronique sur le site de l'État français. C'est très simple à faire si vous faites plusieurs, mais à la première fois, ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est votre sous-traitant qui doit créer un compte sur ce site et faire les déclarations par projet. Qu'est-ce que la déclaration contient exactement? Il doit contenir toutes les informations sur les donneurs d'ordre et sur le sous-traitant, aussi sur la date et les lieux des travaux, et il faut aussi que vous donniez les informations à propos des salariés détachés. Et une dernière chose importante à vous dire à propos de la déclaration économique électronique, il faut que vous ayez un représentant local en France. C'est une personne qui peut être contactée en cas de contrôle de l'inspection de travail et qui doit donner à la disposition de tous les documents nécessaires liés à l'accueil de salariés détachés hongrois aux personnes de l'inspection de travail. Et après, une dernière chose, c'est à propos des cartes BTP. Donc, si vous accueillez des ouvriers dans le domaine de BTP, donc il faut faire la déclaration de l'accueil sur les salariés détachés hongrois sur le site de carte BTP et demander une carte BTP pour les ouvriers hongrois également.
Donc, comment vous pouvez réaliser une déclaration efficace sans souci avec les inspections de travail? Moi, je vous conseille fortement de faire appel au service d'une partenaire qui a déjà l'expérience dans la préparation des déclarations. Mais si vous faites une fois avec l'aide d'une partenaire, après, plus tard, vous pouvez vous faire vous-même également. Je vous conseille également de chercher même à l'avance un expert juridique parce qu'en cas de contrôle de l'inspection de travail, c'est bien d'avoir un avocat à côté de vous qui peut vous dire est-ce que l'inspection de travail a raison ou non dans les problèmes trouvés. Une troisième chose, utilisez une interprète pour assurer une meilleure communication avec votre partenaire hongrois si votre partenaire hongrois ne parle pas ni l'anglais ni français. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire à propos de la Hongrie. Et donc, maintenant, pour vous résumer un peu comment notre Chambre pourrait vous aider dans la recherche des partenaires, des fournisseurs, des sous-traitants ou de n'importe quel type de partenaire sur le marché des pays PECO, je voudrais vous présenter une de nos services qui sont proposés par nos chambres à nos clients. Mais sachez que c'est juste une de nos services parce qu'en général, nous proposons une large gamme de services pour accompagner les sociétés françaises dans la réalisation de leurs projets commerciaux sur nos marchés. De la préparation des études de marché jusqu'à l'identification des partenaires et après, dans le domaine de l'implantation, tout ce qui concerne la domiciliation juridique postale ou la création de sociétés ou même pour l'allocation de postes de travail, nous avons des services à proposer à nos clients. Mais comme aujourd'hui, nous avons fait une présentation à propos de la recherche des fournisseurs ou des sous-traitants dans nos pays, je vais vous présenter notre service qui s'appelle la mission de prospection, qui est composée en 4 étapes qui vous permettraient de trouver des partenaires d'affaires dans nos pays. Donc, c'est un service qui, comme je vous ai dit, qui est composé de 4 étapes. La première étape, c'est pour l'identification de partenaires potentiels en vous préparant d'une liste de sociétés qualifiées. Donc, quand je vous dis que c'est une liste de sociétés qualifiées, ça veut dire que c'est une liste dans laquelle on vérifie bien les données des contacts pour que ça soit pertinent. Et après, on réalise également, comme deuxième étape, une approche directe vers les contacts qui sont dans la liste. Le but de l'approche directe peut être différent selon vos besoins. En général, on propose à nos clients que lors de l'approche directe, on peut vérifier s'il y a des besoins pour les produits de la société française. Et on peut également vérifier qui sont les sociétés qui peuvent être intéressées par le projet ou par le produit de la société française et qui ne sont pas intéressées et on donne la raison pourquoi ils ne sont pas intéressés. Le but de l'approche directe, c'est vraiment donner une première réponse du marché local à nos clients pour son projet. Après la réalisation de cette approche directe, s'il y a des retours positifs des prospects, des sociétés contactées, nous pouvons organiser à nos clients des rendez-vous B2B, soit virtuels, soit sur place. Ça dépend des besoins de notre client. Et on peut également vous accompagner en vous assurant de l'interprétariat si c'est nécessaire lors de vos rencontres B2B organisées avec vos prospects locaux. Et quelles sont les valeurs ajoutées de notre service? Comme je vous ai dit au début, nous travaillons dans notre département commercial avec des collègues bilingues qui ont en même temps des compétences commerciales, qui sont capables de représenter nos clients en face des prospects locaux. Et grâce à votre chargé de mission, parce qu'il y a toujours une personne qui est dédiée pour réaliser votre projet ou votre mission de prospection sur nos marchés. Donc, grâce à cette chargée de projet, donc votre projet est présenté par la CCI française locale et cette personne qui vous aidera vraiment à rendre votre projet plus simple, plus efficace et plus rapide en termes de réalisation.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement si vous avez un projet actuel sur nos marchés et si vous êtes intéressé par ce type de service. Et maintenant, on est arrivé à la fin de notre présentation. Donc, je ne sais pas si, je regarde si vous avez posé des questions, mais je ne vois pas des questions posées. Donc, il me semble alors que tout était clair pour vous dans nos présentations. Donc, si vous n'avez pas de questions, permettez-moi de vous poser quelques questions à propos de vous. Donc, tout d'abord, selon les présentations que vous avez écoutées, dites-nous quels sont les pays qui vous intéresseraient le mieux. Donc, je vous laisse quelques minutes à répondre à cette question. C'est un questionnaire anonyme, donc c'est uniquement nous, en tant qu'organisateurs, verrons vos réponses. Ça nous aide beaucoup parce que comme ça, on pourra voir quels sont les marchés qui peuvent être les plus attractifs pour les inscrits. Oui, il nous reste encore un peu la moitié qui doit encore donner sa réponse. J'attends encore quelques minutes. Merci pour tout ce qu'ils nous ont déjà donné leur réponse. Merci. Donc, entre-temps, je vois que nous avons reçu une question. Donc, merci pour votre participation à cette questionnaire. Donc, je regarde la question. Coopérez-vous avec les bureaux des investissements gouvernementaux dans les pays concernés? Donc, coopérez-vous avec les bureaux des investissements gouvernementaux dans les pays concernés? Je laisse à mes collègues envoyer leur réponse via chat si c'est le cas dans leur pays. Mais en ce qui concerne la Hongrie, oui, la réponse est oui. Nous sommes en contact avec les bureaux des investissements gouvernementaux. On connaît ce type d'établissement. Donc, merci pour cette question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous permets encore de vous poser une autre question à propos de vos intérêts du secteur. Donc, s'il vous plaît, indiquez-nous quels sont les secteurs dans lesquels vous seriez intéressé à trouver de nouveaux fournisseurs sous-traitants. Nous avons essayé d'indiquer tous les secteurs, mais si vous n'arrivez pas à retrouver votre secteur en intérêt, donc vous pouvez nous envoyer via chat ou dans la fenêtre Question and Answer. Donc, merci pour vos réponses. Elle arrive. Réponse. On attend encore quelques réponses. Donc, merci pour votre contribution. Donc, je voudrais encore une fois remercier pour votre participation. J'espère bien que c'était un webinaire utile et intéressant pour les participants. Si vous souhaitez contacter mes collègues avec vos questions plus précises, vous pouvez trouver sur ce slide leurs coordonnées. Et
voilà, si vous avez d'autres questions à propos de nos payes, on va vous envoyer ultérieurement cette présentation et vous aurez la possibilité de prendre contact avec nous directement également. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation dans la réalisation de vos projets commerciaux. Merci. Au revoir.